Donc bonjour à tous, je suis donc médecin épidémiologiste, donc je vais vous faire une présentation un peu sous cet angle-là. Et on va parler, donc, comme on vient de le dire, d'évaluation. Donc moi je coordonne un enjeu à Santé publique France sur les inégalités sociales et les vulnérabilités territoriales, et je suis aussi chercheur affilié à Bordeaux Population Health sur un axe sur les inégalités sociales. Un premier peut-être rappel, mais je pense que vous en avez largement parlé toute la journée, juste pour rappeler que le logement c'est un besoin humain qui est inscrit dans les droits de l'homme. C'est pas seulement un abri, ça comprend la sécurité d'occupation, l'existence de services, de matériel, d'installations et d'infrastructures, la capacité de pouvoir payer, l'habitabilité, l'accessibilité et le respect du milieu culturel. Juste pour rappeler que l'accès et le maintien, c'est important le maintien, puisqu'on l'a vu, il y a beaucoup de fractures dans ces parcours des personnes dont on vient de parler aujourd'hui. C'est une condition de base pour mener une vie saine. Et agir sur le logement, on le répétera sûrement tout au long de cette journée, mais c'est important de se le répéter, c'est un levier d'amélioration de l'état de santé. Et à chaque fois qu'on est trop en aval, on ne met, si vous me pardonnez l'expression, des pansements sur des jambes de bois. S'il faut travailler, c'est sur les déterminants structurels, et donc l'accès et le maintien à un logement, et à un logement, si possible, sain. Donc j'ai coordonné un numéro sur la santé en action avec d'autres collègues sur cette thématique, donc je vous ai mis juste la référence parce que ça dresse un petit peu tous les panoramas des effets de la santé que peut avoir le logement. Et ça montre surtout que le logement, ce n'est pas nouveau comme problématique. Ça date, j'allais dire, de Villarmé, de Haussmann, de tous ces, enfin, c'est très vieux comme problématique. C'est un des rares succès historiques de santé publique, hein, comme le peut l'être la vaccination. Il n'y en a pas non plus des millions, et donc je pense que c'est important de se le rappeler, que les actions ciblées sur le logement, ça reste un facteur majeur de l'accroissement de l'espérance de vie en Europe. Un des indicateurs les plus forts en santé publique. Et le mal logement, inversement, tue. L'OMS Europe a récemment estimé à 130 000 morts par an le nombre de personnes qui seraient dues à des conditions inadéquates de logement. Et je vais vous parler, donc, on n'en a pas des meules, des données probantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle données probantes, c'est des données qui ont fait leurs preuves sur l'expérimentation de l'accès au logement sur la santé et de ses effets. Et on va le voir que ce sont ces effets à court, à moyen, mais aussi à long terme, puisque la question a été posée. Et donc, je vais vous parler que de ce que vous avez déjà entendu parler au long de cette journée, de Housing First. Je vais m'inspirer pour ça des travaux que j'ai eu l'honneur de rapporter, donc d'Aurélie Tinland, en fait, et qui est de l'université de Marseille, et sous la direction de Pascal Auquier. Elle a eu à peu près une quinzaine de publications, donc je vous invite à regarder, c'est un excellent travail de thèse. Et peut-être pour revenir sur ce concept de Housing First, c'est intéressant parce que, en fait, habituellement, le système habituel de prise en charge des personnes sans abri, ça repose en fait sur un parcours en escalier, qui est un peu step by step, où les personnes vont de la rue à l'hébergement d'urgence, puis à l'hébergement de stabilisation, pour arriver enfin au logement personnel. Et donc, ce système, il est répandu un peu partout en France, mais il se confronte à quelques échecs, puisqu'on le voit, de nombreuses ruptures et à des retours surtout fréquents à la rue. Donc par opposition à ce parcours, Housing First, ça va proposer l'inverse, c'est-à-dire d'accéder directement au logement avec un début. En fait, l'accès au logement est un début et non une fin en soi de l'accompagnement. Donc il ne s'agit pas d'un logement seul, hein, mais on parle aussi d'un accompagnement à domicile adapté avec des personnes qui ont des besoins complexes, et donc c'est l'approche un peu du rétablissement que propose la psychiatrie. Alors, ça vient des États-Unis, bon, j'allais dire encore une fois, mais c'est comme ça. Ils ont aussi plus d'argent, puisqu'on en a parlé tout au long de la journée. En fait, ça se fonde sur l'idée que le logement est donc un préalable au rétablissement et un droit fondamental. Donc, ça a été initié par Sam Tsemberi et son équipe, hein, Pathway to Housing à New York, dans les années 90. Ça a été évalué et modélisé dans les années 2000. Housing First, ça propose donc cet accès direct, immédiat et inconditionnel à un logement individuel, du choix de la personne, c'est important, parce qu'il y a plusieurs façons de choisir son logement, et un accompagnement par des équipes de soins pluridisciplinaires qui intègrent les pairs aidants.
Ces équipes sont orientées vers le rétablissement, donc, qui suivent les modèles de Assertive Community Treatment. Et donc vous avez ici, dans les années 90, Denis Cullen, qui est un chercheur qui travaillait sur l'évaluation des centres d'hébergement, c'est-à-dire les marches d'escalier, et il identifie un public cible, et il va ensuite rencontrer Sam Tsumberis, et ensemble, ils vont fonder ce qu'on appelle des essais randomisés contrôlés. C'est ça, un haut niveau de preuve pour montrer et évaluer ce système, pour montrer qu'il est meilleur que ce système en marche d'escalier. Il y a aussi une personne, on n'en parle pas, mais qui est hyper importante d'un point de vue politique, c'est Phil Mangaro, qui était membre de l'administration Bush, en fait, qui va fortement soutenir cette intervention, et je pense que c'est important de le savoir. Si on veut quelque chose marquer, il faut un soutien politique, donc dès le début, en fait, parce que sinon, on peut, comme on dit, crier dans le désert. Et en fait, c'est grâce à ce rôle crucial qu'a eu aussi Phil Mangano pour soutenir la recherche et cette intervention, et puis aussi quelques articles dans la presse, notamment en 2006, qui ont eu un fort retentissement sur l'opinion publique américaine, qui montrait le parcours d'un vétéran, en fait, entre la rue et l'hôpital, et le coût surtout sur la société dû à l'inaction des pouvoirs publics là-dessus, et c'est ce qui a été très sensible dans l'opinion américaine, en fait. Donc il a montré ça à la conférence des maires, avec son evidence base, ce modèle, et ça a été diffusé donc aux États-Unis. Donc vous voyez, on peut avoir un gouvernement conservateur qui adopte une politique progressiste, ça existe. Alors nous, en France, on a une volonté politique, à l'époque Roselyne Bachelot, des acteurs de terrain, donc il y avait Vincent Girard à Marseille, Pascal Estécandi à Toulouse, et puis ils se sont rapprochés d'un chercheur, donc qui était Pierre Chauvin, donc l'équipe dans laquelle j'ai été formée à l'épidémiologie sociale, et qui ont donc recommandé cette mise en place de ce programme Housing First, donc un logement d'abord. Le développement de l'approche en France donc, a fait suite au rapport sur la santé des personnes sans chez soi, qui préconisait en fait l'expérimentation de ce modèle, et le déploiement de l'intervention a été confié à la DIAL, donc la délégation interministérielle du logement et de l'habitat. Et l'évaluation donc au professeur Roquier, qui était donc à Marseille. Donc il y a eu 4 équipes à Lille, Marseille, Paris et Toulouse. Donc elles étaient portées par des consortiums qui associaient les hôpitaux, les associations qui accompagnaient ces personnes sans abri, et des opérateurs, donc en capacité de capter les logements et surtout d'assurer l'intermédiation locative. Alors, avant toute chose, peut-être reprendre le modèle conceptuel en fait, des populations vulnérables, qui a été proposé par Flakenruth et Winslow en 1998. En fait, ça vise à étudier les relations entre la disponibilité des ressources, les facteurs de risque et l'état de santé de la population. Donc vous voyez que ce modèle montre que les populations vulnérables sont avant tout des populations dont les ressources sont limitées et qui présentent par conséquent un risque relatif élevé de morbidité et de mortalité prématurée. En fait, le terme de ressources, il est à entendre au sens du capital humain, c'est-à-dire l'emploi, les revenus, le logement, l'assurance maladie, le statut social, les connexions, le réseau social, l'intégration à la société, les ressources environnementales, y compris l'accès et la qualité des soins. Donc on parle de tout ça. Les facteurs de risque, ça peut être lié au comportement, au mode de vie, à l'exposition, notamment l'exposition à la violence et au stress. On parle surtout de ça dans ces cas-là. Et puis, évidemment aussi l'environnement ou la biologie de l'individu. Donc ça peut être une prédisposition soit génétique, soit physiologique. Et les facteurs de risque, ça peut réduire aussi la disponibilité des ressources, parce qu'un état de santé dégradé, ça peut contribuer à exacerber des facteurs de risque, donc des comportements, ou à en créer de nouveaux. Et un état de santé détérioré, ça agit surtout aussi négativement sur les ressources. Donc vous voyez que tout ça est interconnecté, et que tous ces liens, c'est important de le dire, peuvent être médiés par des interventions politiques et sociales. Donc c'est ça le modèle de base. Donc là-dessus, la méthodologie du programme Chez Soi d'abord a montré en fait une certaine ambition de changement dans la politique publique, puisqu'il y a à la fois un volet quantitatif qui est construit pour assurer ce qu'on appelle un haut niveau de preuve, et on va voir comment, la population qui est celle qui consomme le plus de soins et d'hébergement. Et donc le critère principal, c'est vraiment orienté autour de l'impact d'un modèle d'intervention sur l'utilisation des services sanitaires. J'insiste un peu là-dessus parce que on peut le voir tout de suite que, vous le voyez sans doute en transparence, mais le point de vue ici, c'est bien celui de l'État. Faire des économies, on parle de ça.
Donc le volet économique est d'autant plus important dans cette évaluation-là que les résultats de l'évaluation économique des programmes de lutte contre le sans-abrisme, on sait qu'ils jouent un rôle crucial en fait dans le processus politique. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en France. Et un volet qualitatif qui, lui, va étudier plutôt les pratiques et les facteurs qui sont liés à la mise en œuvre locale, qui vise clairement à regarder un peu les conditions d'essaimage et de dissémination et à préparer une éventuelle reprise à une plus grande échelle, voire sur le territoire national. Alors là, c'est rigolo parce qu'on voit la différence entre les deux systèmes. Donc vous avez à gauche pour vous, enfin en bleu, le système habituel. Donc vous voyez les allers-retours des personnes de la rue aux accueils, dans les urgences, dans les passes, dans les hôpitaux, dans les hébergements d'urgence, jusqu'aux maisons relais pour aller finalement vers un hébergement. Et dans Housing First, bim, directement c'est la case logement d'abord. Avec quand même l'accompagnement, mais qui est autour du logement. Des interactions importantes avec le voisinage, le propriétaire, l'infirmière à domicile, le médecin du centre médico-psy, le psy libéral, enfin l'hôpital, tout le monde autour du logement. Alors voilà un petit peu les deux bras, comme des essais cliniques en fait, c'est un peu la même chose. Vous avez le bras du chez-soi et le bras des offres habituelles. Donc on a un nombre d'inclusions d'à peu près 300 patients de chaque côté, avec des suivis à 0, donc ça c'est pour faire plaisir à Fabrice, savoir le suivi temporel, AM12, donc au bout d'un an, et jusqu'à AM24, jusqu'à 2 mois. Et on va regarder un peu ce qui se passe en termes, on l'a vu sur les critères d'importance qui nous occupent aujourd'hui, donc essentiellement le recours aux soins. Alors la population, elle est celle que vous connaissez, hein. Alors ça c'est plutôt des hommes, ils sont plutôt avec des pathologies importantes, hein, psychiatriques, puisque c'est le critère d'inclusion, surtout de la schizophrénie, et puis des dépendances importantes à des substances psychoactives, avec des histoires de sans-abrisme importantes à l'inclusion, et puis beaucoup de temps passé, en fait, plus de 8 ans passés à la rue. Donc les pathologies, en fait, on cherche les cas là les plus lourds, puisque c'est eux qui pèsent le plus, encore une fois, sur le système de soins. Alors le critère principal, c'est le recours aux soins. Le recours aux soins, c'est le nombre, la durée d'hospitalisation, le nombre de recours aux urgences. Et donc vous voyez là sur le résultat qu'en fait il y a une forte diminution du nombre de jours hospitalisés, en particulier en psychiatrie, dans le groupe un chez soi d'abord, comparativement au groupe témoin de ce qui se fait d'habitude. Mais par contre, il n'y a pas de différence sur le nombre d'hospitalisations, que ce soit en urgence ou au service psychiatrique. Donc ça, c'est une autre façon de montrer les résultats. Et juste pour attirer votre attention sur ce critère en fait, principal du recours aux soins, parce qu'en fait, il a plusieurs faiblesses. Alors c'est vrai il est hautement stratégique, hein, on l'a vu, notamment pour l'État, mais on peut lui reprocher plusieurs choses. D'abord, la première, c'est qu'il est triple, c'est-à-dire il associe le nombre de séjours hospitaliers au nombre de jours passés en hospitalisation et au nombre de recours aux urgences. Mais ce n'est pas sa principale faiblesse. Sa principale faiblesse, c'est qu'il est ambigu, parce qu'évidemment, s'il y a une augmentation du nombre d'hospitalisations, ça peut être aussi associé, on va dire, à une meilleure prise en charge. Pour une personne qui n'aurait habituellement pas recours aux urgences, parce que, vous le savez, ils viennent qu'en dernier recours, malgré des besoins qui sont souvent assez forts. Et puis, le recours à un type de service, c'est très spécifique aussi du contexte. C'est-à-dire, voilà, ça rend les résultats moins intéressants en fait dans d'autres contextes. Si on parle du rural, si on est en milieu rural, etc. En termes de transférabilité, c'est quand même le recours aux soins très dépendant de l'offre de soins qui existe sur un territoire. Mais ça a le mérite d'être très, très parlant, en tout cas pour le décideur. Et puis, surtout, du fait du coût des journées d'hospitalisation, on voit bien qu'ici, l'intervention, elle se révèle coût efficace d'un point de vue de l'État, et que les épargnes des coûts sanitaires et sociaux, ça compense largement et totalement les dépenses qui sont engagées par le coût des équipes et ceux de l'intermédiaire locative. Donc on est sur quelque chose de très soutenable d'un point de vue économique. Et la réduction du nombre de nuits à la rue, le nombre de jours à l'hôpital et les épargnes de coûts sont des résultats qui ont été vraiment dans cette évaluation très très robustes, quelles que soient les analyses de sensibilité qui ont été faites. Donc ça c'est le principal résultat qui montre, voilà, on est sur alors vous le voyez là sur le schéma peut-être de façon plus criante. À Housing First, c'est ce qui est en gras, et puis en petit pointillé, c'est ce qu'il y a d'habitude. Donc on voit bien une réduction massive des coûts
à 2 ans, et ce de façon indiscutable. Par contre, pour ce qui est des résultats cliniques, c'est beaucoup moins satisfaisant. D'abord, les analyses aux différents temps d'études ont montré une amélioration très rapide à 6 mois dans le groupe du Chez Soi d'abord, notamment sur des critères de rétablissement, de qualité de vie et de symptômes perçus. Mais après, l'écart il se réduit vraiment assez considérablement au fil du temps, avec le groupe contrôle qui, lui, par contre, connaît une amélioration continue. Donc ça pose quand même question. Les analyses longitudinales donc, qui ont été effectuées, elles ont montré une amélioration vraiment significative de la santé mentale perçue, mais il n'y a pas de différence vraiment significative au final de cette santé physique perçue. Alors les explications de ce phénomène, ils peuvent être multiples, mais on peut aussi considérer qu'il y a un moindre effet du programme en raison peut-être d'un phénomène d'adaptation, c'est-à-dire que les personnes, au fur et à mesure que leurs besoins sont un peu plus couverts, et leur perception change, et que finalement il y a une réévaluation des attentes des individus quant à leurs conditions, leurs conditions de vie changent en fait. Leur perception elle change et leurs attentes aussi. C'est une des hypothèses qu'il faudra vérifier. Alors, par contre, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est ça, c'est que l'impact qu'on voit ici, c'est des analyses de survie. Et donc, quand on regarde la mortalité, vous voyez, ce qui est en bleu, en fait, c'est un chez soi d'abord. Et en fait, les analyses de survie montrent qu'on a beaucoup plus de mortalité dans le groupe d'un chez soi d'abord que dans l'autre groupe. Donc ça pose aussi des questions, quoi. Donc on a, en fait, l'hypothèse était que l'accès à un logement et un suivi, ça devrait réduire la mortalité. En fait, il n'en est rien. Il n'en est rien parce que, comme ils ont montré dans un article qui a été publié en juillet 2021, c'est que les taux de mortalité, en fait, ils étaient vraiment 2 fois plus élevés. Et en fait, c'était surtout dû à des overdoses. 8 étaient des overdoses. Versus 0, je crois, dans l'autre groupe. Donc ce résultat aussi, il pose quelques questions. Hein. Ces problématiques étaient vraiment autour de la difficulté de prescription des opiacés, puisque quand les gens se retrouvent dans le logement, il y a cette problématique des opiacés, de la douleur et de la dépendance, qui ont été vraiment, qui ont montré ici une traduction assez dramatique, puisque la prescription des traitements de substitution apparaissait vraiment liée au décès dans les analyses qui ont été menées. Donc en conclusion, en fait, un chez soi d'abord, c'est efficace, c'est clair, en termes d'accès aux ressources. C'est-à-dire, si on regarde les critères qui ont été sélectionnés, c'est une intervention complexe, combinée avec du sanitaire et du social. C'est un facteur de conversion efficace du droit au logement au fonctionnement vraiment effectif de ce droit au logement. Donc ça, il n'y a pas de sujet, c'est vraiment une efficacité d'intervention bien démontrée. Sur le recours aux soins, c'est satisfaisant. Sur le plan médico-économique, c'est très satisfaisant. L'ensemble de tous les coûts additionnels du programme, on l'a vu, était couvert à 100%, compensé par la baisse des taux d'hospitalisation. Par contre, les indicateurs sur la santé mentale sont plus mitigés, et notamment l'utilisation de substances fait, en tout cas pour la suite, des effets vraiment mitigés sur la qualité de vie, voire même sur la mortalité. Donc ces résultats autour de la mortalité, c'est vraiment des résultats qui sont assez forts, parce qu'ils montrent clairement que l'accès au logement et aux soins ne permet pas d'augmenter la durée de vie en soi. Parce que l'adversité cumulée le long d'une vie, c'est de la mauvaise santé, c'est des traumatismes, et que si le programme y réussit en termes d'accès au logement, il ne réussit pas à mettre vraiment fin à toutes ces inégalités cumulées tout au long de la vie en termes de fragilité. Autrement dit, ce n'est pas une dimension curative aussi espérée qu'initialement. Et en fait, ce qu'on voit, bon après c'est évident, mais c'est bien de le montrer, notamment par ces analyses, que le sans-abrisme est un risque vraiment indépendant de mortalité et qu'il persiste dans le temps même après l'arrêt de l'exposition. L'exposition étant ici définie comme ne pas avoir de logement. Donc en fait, ça attire juste l'attention sur le fait qu'il faut mettre en œuvre ces politiques publiques, mais peut-être plus tôt, et pas attendre toute une vie d'adversité avant de mettre les gens sur quelque chose qui finalement va permettre effectivement de réduire des coûts, mais qui ne va pas permettre de réparer tout ce qui était
tout ce qui s'est passé avant de manière incisive dans cette vie passée sans logement. Donc ça plaide vraiment pour une mise en place plus précoce de ces dispositifs. Alors il est disséminé maintenant partout, hein, ce programme, parce que au-delà des personnes de troubles psychiques, il y a vraiment tout ça, ça a vraiment inspiré le plan quinquennal de lutte contre le sans-abrisme. Donc il y a 24 territoires en 2018 et maintenant, je crois, 23 territoires supplémentaires en 2021. Donc c'est quelque chose qui est bien disséminé. Et je reviens sur le modèle conceptuel, parce que cette évaluation, en fait, elle permet de modifier ce modèle conceptuel. En fait, si on reprend un petit peu le concept depuis le début, on voit que l'hypothèse que les conduites à risque qui sont mises en place par les individus, ça prend du temps à se normaliser. Qu'un horizon à 24 mois, c'est peut-être encore trop faible. Il faudrait beaucoup plus de temps pour inverser en fait, la dynamique de vulnérabilité qui est montrée là. Et donc on voit que la disponibilité des ressources, elle est sans doute insuffisante. C'est-à-dire qu'il faut un plus fort taux d'effort pour les participants, parce qu'ils sont majoritairement allocataires, et ils ont eu beaucoup plus de dettes en fait, dans le groupe Un logement d'abord que dans l'autre groupe. Et donc il faut une réversibilité des dynamiques. Pour ça, il faudrait c'est peut-être dû aussi à l'indisponibilité des ressources. Et on se dit qu'en fait, c'est en faveur de garantir vraiment des ressources beaucoup plus importantes aux citoyens pour préserver leur état de santé et à veiller à l'efficacité des services bien avant en fait, qu'ils se retrouvent à la rue. Donc c'est vraiment l'inconditionnalité aussi de l'accueil, qui est une ressource forte, à la fois aux problèmes administratifs, et puis en matière de ressources, il serait souhaitable de diversifier les modes d'hébergement. Parce qu'il y a aussi des maisons relais, il y a des familles gouvernantes, en fait il y a un tas de dispositifs qui existent, qui ne sont pas évalués, qui seraient peut-être aussi intéressantes. Mais ça permet de privilégier aussi le choix des personnes, pour qu'elles ne soient pas non plus trop isolées dans leur logement, et surtout qu'elles reprennent le pouvoir d'agir. Donc voilà, en conclusion, je voudrais juste attirer votre attention que voilà, comment on dit qu'une intervention est efficace, ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de l'État, incontestablement, c'est efficace, c'est coût-bénéfique. Si on se place du point de vue des personnes, il faut travailler sur les déterminants plus structurels de la santé, mais bien en amont, pour éviter, mais c'est une évidence, mais ça se mesure aussi en chiffres et avec des modèles sophistiqués comme ceux qui ont été développés ici, parce qu'il y a eu énormément d'analyses que je n'ai pas le temps de vous développer. Et si, j'aurais voulu qu'Aurélie vienne présenter ici, mais elle n'était pas disponible, peut-être dans une autre session, elle pourrait venir. Et ce que ça montre, en fait, c'est que il faudrait peut-être empêcher les gens de perdre leur logement et d'avoir peut-être vraiment... En plus, en ce moment, avec la crise sanitaire, on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment une vulnérabilité des jeunes. Et donc, l'ADIAL est en train de travailler actuellement un chez-soi d'abord spécifique pour les 18-24 ans. Et là, je pense que les résultats seront beaucoup plus percutants par rapport à la durée de vulnérabilité que peuvent avoir ces personnes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Merci beaucoup Stéphanie pour ces résultats extensifs. Bravo Stéphanie et merci pour cette présentation. Une des hypothèses, peut-être que vous l'avez discuté, pour les résultats un peu décevants sur la mortalité, c'est que si je me souviens bien, même si tu passais assez vite sur le diagramme de flux, le suivi n'a pas été complet. Ce qui est attendu, je pense que ce n'est pas pour dire quelque chose de négatif sur l'étude qui est remarquable, mais peut-être pour attirer l'attention sur le fait que le suivi a quand même été très, très important. Et il me semble qu'il y a des déséquilibres entre les décès, mais aussi entre les gens qui ont été revus. Oui, donc, est-ce qu'on a fait un effort d'essayer de savoir qui étaient les gens qui avaient été perdus de vue? Est-ce que c'est parce qu'ils quittent complètement leur logement, le dispositif? Et est-ce que dans l'autre groupe, est-ce qu'ils ne vont pas faire leurs overdoses ailleurs et qu'on ne les compte pas parce que... Voilà. Il y a plein d'hypothèses un peu plus méthodologiques qu'on peut avoir. Je regarde les perdus de vue. C'est dans les 33, là, dans le tableau. 33 patients avec statut vital inconnu. En fait. Oui, c'est ça. C'était plus tard. Il y a un déséquilibre aussi, oui. Donc oui, c'est une hypothèse, effectivement, parce que ça peut être ça.
Non, mais c'est important de le souligner parce que l'importance des résultats positifs ne doit pas être complètement et puis, il y a diminuer la perception de ces résultats parce qu'il y a ce résultat qui est un peu négatif. Il y a d'autres interprétations. Enfin, on est sûr que voilà, il y a eu 8 décès par overdose dans un côté, mais de l'autre, on ne sait pas trop. Mais voilà, ça s'arrête. Effectivement, il y a 33% de perdus de vue habituellement et que 2 dans le Housing First. C'est vrai. Pas des pourcents, c'est des nombres. Hein. Nombres. Ouais. 33 et 9% versus 0,6. Ouais. Ouais, s'ils sont tous décédés, ça change un petit peu le... Voilà, si c'est tous des overdoses, ça changerait un petit peu les conclusions. Mais je crois que ça a été à vérifier avec les auteurs, mais je pense qu'ils ont recherché ça, puisque c'est la seule étude en fait sur la mortalité et qui se sont donc poussés là-dessus. Mais effectivement, c'est une limite à souligner. En fait, il y a eu beaucoup d'études. Alors, tous les résultats sont à peu près similaires à ce qu'ils trouvent aux États-Unis. Alors, sur la mortalité, il y a très peu de choses. Par contre, sur les signes cliniques, ils retrouvent la même chose, c'est-à-dire beaucoup moins satisfaisant sur les signes cliniques, très satisfaisant sur les coûts, encore plus même, parce que je pense que... Alors, encore plus chez nous, mais parce que nos soins coûtent plus cher. Il y a aussi voilà, ce déséquilibre-là. Et sur la mortalité, il n'y a pas eu d'études aussi poussées que celle de survie. Qui a été présenté là, mais par contre, ils trouvent exactement les mêmes résultats sur les recours aux urgences, sur les signes, et c'est les mêmes échelles qui ont été utilisées. Et je suis peut-être passé un peu vite, mais les États-Unis, ils ont fait à peu près 14 études. Hein. Donc c'est une grosse méta-analyse. Je pourrais vous donner les références. Donc c'est très très solide en fait, avant de disséminer dans les autres pays. Donc là, il y a eu plus de 14 études qui ont été mises en route d'évaluation. Quand on voit tes diagrammes, on voit bien que l'impact... Il faut bien voir qu'on était dans un essai randomisé. Donc, il y avait la seule différence concernait le logement, mais les autres interventions étaient optimisées, on imagine. Et c'est pour ça qu'on voit quand même dans le bras où il n'y a pas de Housing First, un bras standard, je pense que l'environnement était quand même favorisé par un standard de soins habituel. Et donc on voit quand même cette amélioration de la, je ne sais plus si c'est la qualité de vie, hein, continue. Qui est continue dans le bras contrôle, parce qu'on a quand même, au sein d'un essai, on essaie d'optimiser et d'améliorer les pratiques pour les deux groupes avec une seule différence qui est cette intervention. Donc je pense qu'on gomme en quelque sorte quand même un effet qui serait supérieur si on avait un standard de prise en charge par rapport à l'inclusion dans un essai randomisé. Donc je ne crois pas qu'on puisse remettre en cause finalement sur la valeur de, même si on ne voit pas une mortalité, on est tous un peu convaincus quand même, rien qu'en termes de droits humains, qu'il faut renforcer le message, et même nos politiques l'ont bien compris, puisqu'il y a des financements qui vont dans le sens de cette action. Hein. Bah, c'est disséminé parce que ça marche, voilà, parce que ça marche. Voilà. Après, les retours de terrain sont quand même plutôt favorables. Hein. J'avais une petite question sur... dans les sous-populations, là, est-ce qu'il y a eu des analyses par sous-population, parce qu'il y a quand même 700 personnes, ce n'est pas des patients, inclus. Est-ce qu'il y a eu des analyses de sous-population où ça marchait finalement mieux en termes justement de qualité de vie, de mortalité? En globalité, on voit qu'il y a des économies de santé à attendre, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des populations, justement, puisqu'on a parlé de populations très spécifiques tout à l'heure avec Céline et Christophe, est-ce qu'il y a des populations où on a l'impression que ça marche encore mieux finalement? En fait, ça marche encore mieux sur les populations encore plus fragiles. Donc, toutes celles qui sont très désinsérées. C'est pour ça, d'ailleurs, que le programme est focalisé sur les personnes avec pathologie psychiatrique assez lourde. C'est parce que c'est d'autant plus efficace chez eux. Après, le programme, dans les perspectives, ils vont développer ça à Marseille, donc pour essayer de mesurer un petit peu ça chez les plus jeunes, puisque Housing First et là, j'ai voulu juste montrer un petit peu les différentes outcomes d'un programme et aussi la nécessité d'avoir du long terme. Parce qu'en fait, voilà, on a besoin aussi de regarder ce qui se mesure à la fin, mais on voit bien aussi qu'on ne peut pas tout guérir. Voilà, c'est un peu ça, c'est pas que l'intervention ne marche pas, c'est que l'intervention marche bien, mais on ne peut pas tout guérir par ça parce qu'il y a eu toutes ces années avant et que les personnes, elles ont quand même un certain âge. Et que c'est pour ça qu'on essaye de le faire plus tôt pour éviter que les adversités se cumulent. Et c'est pour ça aussi que ça marche spécialement chez eux, c'est qu'on évite
toutes ces réhospitalisations massives qu'ont les personnes avec des gros troubles psychiatriques. Il y a aussi une autre population qui serait intéressante à étudier, et peut-être qu'ils vont le faire, je ne sais pas, c'est les femmes, qui sont assez invisibles. On l'a vu, là, il y a vraiment beaucoup d'hommes, mais c'est aussi une population assez invisibilisée par rapport à ces problématiques, et qui serait intéressante de regarder aussi, effectivement, plus d'analyse par sous-groupe. Oui, c'est justement sur la population. J'avais pas bien compris au début de l'étude ce que vous avez présenté, si justement ça avait été une population sur le premier Housing First, si c'était une population qui avait été ciblée au départ, ou si elle a été, elle était généralisée et que c'est une population qui est sortie. Parce qu'aujourd'hui, les seuls dispositifs, en tout cas même sur Bordeaux, qu'on connaît, c'est sur les logements d'abord, c'est vraiment très très spécifique à des personnes qui ont des troubles psychiatriques et notamment la schizophrénie. Donc je ne sais pas si c'est sorti de l'étude, c'est exactement ça. C'est qui a été mise en lumière ou si ça a été ciblé. C'est exactement ça. C'est le critère d'inclusion, c'est ça. C'est des personnes qui souffrent de schizophrénie ou de troubles bipolaires, ou en tout cas avec ceux qui sont le plus en besoin, donc plutôt désinsérés socialement et avec des pathologies psychiatriques lourdes. Et ils sont, je crois, 80% qui avaient une schizophrénie ou 78% des addictions. Ouais, moi j'avais. Sinon, on vous entend pas. Il y a d'autres types d'expériences qui sont faites en ce moment Oui, ils vont commencer chez les 18-24 ans. C'est déjà en cours, donc après il faut le temps de faire l'évaluation. Parce que là, il y a plus de 14 publications, je crois, qui sont sorties sur ces travaux. Et avec des travaux aussi sur la douleur, les addictions, par rapport justement à ces problèmes d'overdose qu'ils ont mis en évidence. Et donc tout ça, c'est disponible en fait, juste en tapant le nom des auteurs, vous allez avoir toutes les publications qu'ils ont faites, qui sont avec beaucoup de travaux d'évaluation en fait. Mais pour les plus jeunes, il faudra attendre un peu puisque le dispositif est en train d'être déployé par la DIAL. Moi, j'avais juste une petite question pour clarifier. Je me suis un peu perdue dans les termes. Parfois, vous parlez du chez-soi d'abord et parfois du logement d'abord. Moi, en tant que travailleuse sociale, ça ne me renvoie pas au même dispositif ni au même, au même sujet. Donc l'étude, elle porte bien sur le concept du chez-soi d'abord. Oui, tout à fait. C'est parce que, en fait, comme c'est housing first, des fois je traduis par logement, c'est un faux anglicisme. C'est un chez-soi d'abord. Il y a un projet aussi en France sur le logement d'abord, qui est a priori un peu le même concept, mais qui ne touche pas les mêmes populations. Donc, non, vous avez raison de le souligner. C'est vraiment un chez-soi d'abord. J'ai peut-être bifurqué en disant logement à cause d'housing, mais c'est un chez-soi d'abord. Okay. Merci. Je recommence à me toucher. Non, c'est plus pour être sûr. Merci. Commentaires ou questions? Et le chez-soi, vous faites bien de le souligner parce que c'est tout ce qu'il y a autour en fait. C'est la façon d'habiter. C'est pour ça que je voulais. Il y a tout le côté comment j'habite chez moi, comment je me sens chez moi. J'en ai une pour toi. Pour Christophe, mais tu avais une question, mais alors ceux qui ont échoué finalement, que vous avez recueillis au centre d'accueil urgence à Bordeaux, il y avait parmi eux, je ne sais pas où est Céline, oui, un certain nombre qui étaient en échec du un chez soi d'abord. Échec de l'admission. En échec d'admission, hein, d'accord. Oui, je crois que c'est important effectivement de distinguer un logement d'abord qui est d'abord un appartement avec un travailleur social qui saupoudre une fois par mois et un chez soi d'abord avec un dispositif médico-social d'accompagnement. Psychiatres, infirmiers, travailleurs sociaux, c'est vraiment très 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 soutenant. Peut-être juste pour les overdoses, c'est fait les gens qui travaillent. Notre psychiatre Alexandre Rému, qui est à mi-temps chez nous et puis à mi-temps chez soi d'abord à Bordeaux, à Harry, dit bien ça, c'est que la difficulté pour les gens, surtout qui ont des troubles schizophréniques, c'est la difficulté d'habiter un lieu, c'est-à-dire de remplir le lieu de ce qu'ils sont dans la socialisation, et que c'est très angoissant, très déréalisant et parfois très très compliqué. Et les overdoses, c'est ce qui se passe souvent, c'est les gens qui ont des dépendances aux opiacés, qui arrêtent de consommer
et qui reprennent sous un raptus anxieux, de stress, de dépressif, à la même dose où ils consommaient avant, et donc c'est létal, et c'est un arrêt respiratoire. Donc c'est souvent cette difficulté-là de maintenir, d'investir un lieu et de maintenir dans la durée un état de santé qui se tient. Oui, pour les jeunes, je crois effectivement, c'est très éclairant ce que tu dis. Il faut effectivement avancer et faire ça avec des jeunes. Oui. Je ne mets pas ma main au feu, mais quand même, je pense que les résultats seront différents. La prévention, quoi. Tu remets juste justement les courbes là, les deux diagrammes où en qualité de vie, non, mais c'était pour soutenir le moral des troupes quand même. C'est que c'est pas parce qu'on n'a pas de housing qu'on n'améliore pas la qualité de vie. C'est finalement en miroir, hein, c'est que la structuration de la prise en charge, c'est-à-dire les bandes vertes qui sont là, sans domicile, structure et améliore la qualité de vie aussi des personnes que vous et nous prenons en charge au quotidien. Hein. On n'est pas on n'est pas à plat, on est vraiment dans un bénéfice. Hein. On passe d'un score, je ne sais pas ce que c'est, que 40, c'est des pourcentages, non certainement pas, mais qui arrive à l'équivalence. Donc on est convaincu que le housing first ou le chez soi est un bénéfice, effectivement. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il ne faut rien faire, quoi, non plus, et qu'on voit que l'accompagnement, sans doute médico, psychosocial, et plus s'il faut, est associé à un bénéfice, vous voyez, de 20% de la qualité de vie sur 24 mois. Hein. Donc c'est quand même très... C'est un bénéfice de base qui continue dans le temps. Et qui continue dans le temps. À s'améliorer dans le temps, ça c'est intéressant. Je trouve que c'est très intéressant. Et on serait curieux de voir après, parce que comme tu l'as dit, c'est des interventions longues et complexes par définition. C'est pas en 24 mois qu'on va effacer le tarif d'une vie mouvementée. Hein. Questions, commentaires? Est-ce qu'il y en a qui ont eu à faire des expériences personnelles par rapport au chez soi d'abord et des retours d'expérience? Non. Voilà, après, il y a d'autres interventions qui sont en train de se monter aussi par rapport aux sorties de prison, etc. Donc il faudra suivre, mais je pense qu'il y aura un certain nombre d'évaluations sur des dispositifs dans les années à venir à suivre pour voir si ça donne des bons résultats. Et donc Stéphanie, combien de temps entre le concept américain et la mise en action en France, finalement, ou aux États-Unis, finalement? C'est quoi? C'est 10 ans, c'est 8 ans, 10 ans? Là, on l'a vu plutôt 20. Ouais. Donc la question derrière, c'est l'évaluation. Est-ce qu'on est obligé, finalement, d'avoir un essai randomisé? Alors on est quelques scientifiques purs et durs dans la salle, qui ne raisonnons que par les essais randomisés. Vous avez vu ce que c'est. C'est 3 ans de montage, 3 ans d'essai et 2 ans d'analyse. 3 et 3C, je parle sous contrôle de Rachid, mais on est à peu près à ça. Oui, non mais c'est bon, Rachid, on tient l'horaire là. Ah oui, c'est ça, ouais. 3 et 3, 6. Voilà, un essai randomisé avec 700 personnes, c'est 5 à 7 ans, quelle que soit la discipline, que ce soit en maladie infectieuse que je connais, en immuno, et encore plus si on s'attache à des dimensions qualitatives finalement. Est-ce qu'il faut attendre tout ce temps à chaque fois pour pouvoir mettre en place une action, avec le risque d'être quand même sur des actions particulières, délétères parfois si on ne l'a pas bien évalué? D'où l'importance des modèles théoriques. C'est pour ça que je voulais vous les montrer aussi derrière, c'est que l'enfer est parfois, comme on dit, pavé de bonnes intentions, et donc il faut partir sur des modèles théoriques et pas se lancer comme ça parce qu'on a des super idées, parce que, voilà, comme tu dis, ça peut des fois être... On est toujours partagé entre mettre en place une action qu'on pense favorable et à l'inverse, avoir des résultats qui ne sont pas ceux attendus. C'est pour ça qu'on fait des essais randomisés, mais dont on voit le poids et la difficulté dans ce type d'intervention. Oui. Les sortants de prison. C'est des projets qui sont d'évaluation de réhabilitation dans le logement aussi, qui ressemblent un peu, mais ils ne sont pas encore, ni évalués, ni... Non, c'est à Marseille pour le moment, mais voilà. Mais bon, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer si vous travaillez avec ce public, je peux vous envoyer les débuts des réflexions, et
c'est toujours intéressant de voir comment ça se monte. Mais voilà. Vous m'envoyez un mail et puis je vous envoie le dispositif. Et oui, parce qu'en fait, le dispositif là, il est prévu c'est dans les critères d'inclusion, mais c'est vrai que comme il va être déployé chez les jeunes, je pense que l'étape d'après, ça peut être aussi de déployer pour des pathologies moins lourdes. Là, c'est parce que le gain bénéfice est plus important, comme on l'a dit, sur ces populations-là. Tout à fait. Non, mais je pense que ça va évoluer, là, c'est parce que c'est le début de la dissémination. Pas d'autres commentaires ou questions? Ben, merci beaucoup, Stéphanie. Et on va clôturer donc avec Rachid Salmi, que je remercie une nouvelle fois pour sa participation toutes ces années au DU, avec une synthèse de la journée. Merci beaucoup, Rachid. Je vais quand même l'enlever parce que je suis assez loin. Je suis seulement contact, pas positif. Mais je préfère me couvrir. Alors les autres années, on appelle ça une synthèse. Et donc cette année, merci d'avoir gagné du temps. J'ai 40 minutes pour faire la synthèse. Bon. C'est plus une synthèse. Voilà, c'est plus une synthèse. Non. Mais comme ça s'appelle une clôture, et que je ne suis pas un fan de clôture trop longue, je ne m'appelle pas Trump, hein, ou je ne suis pas colon israélien. Et quand on est plutôt devant un public qui essaye de faire sauter les barrières, je vais essayer de faire ça court. Hein. Alors, la première chose, c'est un message de Marie-Thérèse Salmi, notamment pour les inscrits au DU de cette année et pour ceux qui étaient des autres années et qui commençaient. D'abord, elle vous prie de bien vouloir excuser son absence. Donc, vous avez compris que le contact dont je parlais, c'est elle. Elle était au fond de son lit en début de semaine. Là, elle est simplement en protection et pas rapprochée. Et voilà, elle aurait vraiment voulu être là, d'autant plus que vous l'avez entendu, c'est la dernière année complète qu'elle assure dans le DU. Et donc il ne vous restera plus qu'à l'inviter pour les colloques suivants. Si c'est de ce niveau-là, je pense qu'elle viendra, et moi aussi, avec plaisir. Alors Fabrice a dit non, elle ne veut pas travailler, on ne l'invitera pas. Mais comme il faut s'inscrire, je connais bien quelqu'un ici dans l'ISPED, on utilisera des pseudonymes pour venir. Alors, comme d'habitude, ça a été extrêmement riche, de mon point de vue, parce que ce qu'on essaye de faire dans ces séminaires, c'est de faire ressortir quelque chose que plusieurs intervenants ont dit, le travail en réseau, pluridisciplinaire, à travers les structures, la collaboration, et les structures, la variété des structures qui étaient présentes aujourd'hui, l'université, le CHU, le diaconat, le Haut Conseil de santé publique, l'hôpital Charles Perrins, Santé publique France, l'INSERM et bien sûr l'ISPED qui nous accueille. Et l'ARS, il y avait des gens présents. D'accord. Merci. Alors, ces échanges, ce travail en réseau, ça nous permet, pendant ces réunions, de faire un échange sur les expériences. Alors, les termes qui ont été utilisés, c'est rétexte, expérimentation, mais on a aussi entendu de la recherche, de l'évaluation, avec des méthodes qui sont très sophistiquées d'un point de vue scientifique, mais qui sont très proches du terrain et des problématiques du terrain. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que
et on l'a vu à plusieurs interventions, c'est que tout le monde prend le soin de commencer par des définitions. Il y a des sujets qu'on connaissait plus ou moins bien. Qu'est-ce que c'est qu'un squat? Qu'est-ce que c'est qu'un bidonville? Qu'est-ce que c'est qu'une vague de chaleur? Un îlot de chaleur? La vulnérabilité de ce point de vue-là. Et d'autres. Et donc ça, c'est, je pense, le signe qu'on veut vraiment communiquer, partager, s'enrichir les uns des autres. J'attirerai l'attention, néanmoins, sur un petit problème que j'ai perçu, mais qui n'est pas typique de notre milieu, qui est typique de la France, c'est qu'on utilise beaucoup les abréviations. Alors, je vous cite, hein, j'en ai peut-être raté. PAS, CADA, CO, LHSS, 115, ACT, LAM, FAM, MAS, IBM, j'arrive pas à me relire, RPA, ISS, BSM, CIAO. Hein. Alors, quand on entend certains d'entre nous dire à juste titre que une partie de notre travail, c'est de communiquer avec les publics cibles, de faire de la médiation, de travailler sur la littératie, et que d'autre part on dit que le dispositif est un petit peu complexe, je pense qu'une des premières choses qu'on devrait faire, c'est d'essayer de faire du ménage un peu dans ces abréviations. Ça dépend peut-être pas de nous, mais en tout cas dans la manière dont on communique, on pourrait le faire. Le point suivant, c'est qu'il y a beaucoup de constats qui sont partagés entre les différents intervenants, les différentes institutions, que ce soit les chercheurs, que ce soit les évaluateurs, que ce soit les gens sur le terrain, les cliniciens, etc. Le premier constat, je l'ai déjà dit, c'est qu'on est dans un dispositif, dans un système, dans des structures qui sont extrêmement complexes. Et en plus qui varient dans le temps et d'un territoire à l'autre. Donc quand on doit faire de l'advocacy, de la discussion avec les décideurs, ben, la première chose, c'est peut-être qu'on essaye de faire l'effort, comme ça a été fait par certains intervenants, de montrer comment les différents dispositifs s'articulent. C'est ce qu'on essaye de faire dans le DU, tout au long de l'année, de montrer la richesse de ces dispositifs et comment ils sont complémentaires les uns des autres. On a aussi fait ressortir, plusieurs d'entre vous, les limites de ces dispositifs, qui ne sont pas entièrement liées à cette complexité et au travail peut-être encore un petit peu trop souvent en silo, mais au fait qu'il y a des limites qualitatives. Il y a certaines populations qui ne sont peut-être pas complètement couvertes. Patrick Brochard nous disait que dans la saisine du Haut Conseil de santé publique, on avait mis les squats, les bidonvilles, mais on avait exclu, j'utilise le terme exprès, les SDF, alors qu'ils sont confrontés, comme vous le savez, à la même problématique. Et puis, des limites quantitatives. On l'a entendu à plusieurs fois. On n'est pas assez nombreux. Dans une structure décrite, le CAU spécifique, par exemple, c'est quelque chose qui est ressorti très clairement, que vous n'êtes pas assez nombreux. Si Christophe Lahaye-Gabriel ne peut pas mettre plus de temps dans cette structure, c'est que, par ailleurs, ils ne sont déjà pas assez nombreux dans sa structure d'origine. Et je pense que ça, on le vit. Ce n'est pas la peine de vous rappeler qu'il y a une petite crise dans les urgences actuellement, pas très loin, juste derrière, et donc qu'on a de toute façon des problèmes de ressources. Et ces problèmes de ressources, je voudrais en rediscuter un petit peu plus tard, en lien avec un autre constat partagé, c'est que tout le monde dit il faut évaluer ce que l'on fait. Il y a des initiatives de recherche avec toutes ces difficultés. Un essai randomisé, ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'essais randomisés pour toutes les évaluations, et notamment pour les évaluations de dispositifs qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves ailleurs et pour lesquels on est à la phase de dissémination ou d'adaptation dans un contexte territorial ou culturel particulier.
Mais malgré tout, on a besoin d'évaluation, sauf qu'on est confronté à des difficultés qu'on a bien perçues. Par exemple, Stéphanie a parlé de modèles théoriques des interventions. Alors, ici, à l'ISPED, on travaille au centre INSERM BPH, on travaille beaucoup sur l'évaluation des interventions complexes, et on dit, effectivement, ça c'est ce que disent les livres et les articles de référence que l'on publie, c'est il faut prendre le temps pour regarder tous les déterminants de l'état de santé ou de la situation sociale qu'on essaye d'améliorer, ou les deux, pour les publics qui nous intéressent, regarder comment ils s'articulent, quels sont ceux qui sont prédominants, et comment on peut utiliser ce modèle-là pour dire voilà comment on peut cibler une intervention qui a des chances de fonctionner. Et quand vous dites au quotidien dans vos structures, c'est pas la peine de dire aux gens, vous l'avez probablement entendu dans le DU aussi, de manger 5 légumes et fruits par jour, si de toute façon leur problématique c'est comment je vais payer le repas pour mes enfants, où est-ce que je les couche ce soir, etc. Il faut hiérarchiser, il y a le terme priorisation qui a été utilisé pour d'autres raisons. Donc ces modèles théoriques, ils sont théoriquement utiles pour cibler les interventions qui ont un potentiel d'agir et éventuellement, après une évaluation formelle, recommander une dissémination de quelque chose pour lequel on a une preuve que ça peut fonctionner. Sauf qu'on est dans un système où on réagit beaucoup au niveau politique et que malheureusement, il y a aussi un facteur qui joue, et on l'entend de manière implicite, dans le partage d'expériences de certaines personnes de terrain, c'est que une des choses qui nous pousse à recommander des interventions, c'est notre enthousiasme, nos convictions, parfois même certaines idéologies, ou des choses moins louables qui sont qu'il faut faire un affichage en période électorale et dire on va faire quelque chose. Et on se retrouve avec de nombreuses interventions qui n'ont jamais été évaluées et dont on se demande si réellement elles ont l'impact attendu et, ce qui est légitime, on l'a vu à travers l'évaluation, la dernière évaluation, est-ce que c'est une bonne utilisation de nos ressources financières au niveau de l'État, de nos structures, etc. Alors, un petit correctif, Stéphanie, c'est pas parce que c'est disséminé que cela marche, parce que ça n'a pas toujours été évalué, c'est pas parce que ça est disséminé que l'évaluation a dit que ça a marché. Moi, je suis... alors peut-être que ceux qui sont au niveau des territoires ont déjà entendu parler de cette évaluation, de cette expérimentation, les territoires de soins numériques, avec les fameuses plateformes territoriales d'appui, qui sont devenues dispositifs territoriaux d'appui, qui sont supposés, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, faciliter la communication professionnelle, que ce soit dans le médical, paramédical, médico-social, social, et puis tout au long du parcours, depuis les 5 premiers recours jusqu'à l'hôpital le plus spécialisé. On a fait une très belle évaluation et le dispositif a été disséminé alors que l'évaluation montre qu'on n'a pas de résultat très favorable. Mais pour des raisons politiques, c'était très souhaitable. Voilà. Alors, et c'était une évaluation sans essai randomisé, c'était ce qu'on appelle une quasi-expérimentation. Alors je reviens à cette nécessité de l'évaluation, je pense que vous en êtes tous conscients. C'est un thème qui revient chaque année. Peut-être que l'année prochaine, on pourrait faire le séminaire sur quel système d'information, quels indicateurs mettre dans nos dispositifs pour avoir le minimum d'informations qui nous permet de faire une évaluation à minima et d'informer les gens qui nous financent, les gens qui nous régulent, pour montrer que ce que l'on fait sert à quelque chose et que c'est une bonne utilisation des ressources. Et on en revient, je vous ai dit que je reviendrai là-dessus, au problème des compétences quantitatives. Ça, les soins,
quel que soit l'endroit, à l'hôpital, dans les structures comme les vôtres, on sait qu'on n'est pas assez nombreux, qu'on est débordé déjà par des tâches de soins et des tâches administratives. Et en plus, et ce n'est pas un reproche, c'est un constat, c'est que vous n'avez pas dans vos structures toutes les compétences nécessaires pour faire un système d'information et d'évaluation. Ne serait-ce que parce que la plupart des structures sont associatives, sont petites. Et donc la question que l'on peut se poser collectivement au niveau d'un territoire, c'est comment aller chercher des ressources dans des structures universitaires, des structures de recherche, dans des structures d'appui qui existent, sans forcément aller chercher McKinsey, pour faire de l'évaluation et pour faire rentrer dans nos dispositifs les professionnels de santé, et attention à différencier des professionnels de soins qui sont beaucoup présents dans la salle. Quand je dis professionnels de santé, j'y mets les médiateurs, les animateurs, les spécialistes du système d'information, les spécialistes de l'évaluation, qui sont formés dans des structures comme l'ISPED ou ailleurs. Stéphanie a cité une autre équipe à Paris qui est très réputée dans le domaine des inégalités sociales de santé, mais qui en même temps connaissent les dispositifs, mais ont les compétences techniques pour faire cette évaluation. Et je redis ce que je dis probablement chaque année, peut-être que ça pourrait être un thème d'une réflexion collective avec un séminaire à la fin. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je n'ai pas pris les 40 minutes. Et je suis à votre disposition éventuellement pour des questions ou des remarques finales. Peut-être que tu vas faire la vraie clôture du séminaire. Merci beaucoup. Merci.